Bonsoir, merci d'avoir rejoint à nouveau ce web live avec la Maison de la Presse. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser au journal L'Avenir. Alors, c'est l'occasion de s'intéresser à un titre qui est évidemment important en Wallonie, mais qui est peut-être un peu moins connu, paradoxalement, à Liège par rapport aux titres phares que sont évidemment la Meuse principalement, mais même aussi les rédactions de l'ADH par exemple. C'est l'occasion de s'intéresser aussi à un titre qui est quand même dans l'actualité, à différents titres. D'abord parce qu'il a été racheté par le groupe IPM et on y reviendra après avoir connu une série de difficultés avec son ancien actionnaire, le groupe Netis. Et puis aussi parce qu'on a ici un nouveau rédacteur en chef, Thierry Remacle, que je présente et qui est donc pour la première fois invité en tant que rédacteur en chef de l'Avenir au sein de la Maison de la Presse de Liège. Et on en est très fiers et très contents. Et merci pour votre présence. Nous avons également avec nous Benoît Dardenne, qui est également journaliste au sein de la rédaction, qui n'est pas nouveau, lui, hein, il est là depuis déjà un certain temps, et qui est le responsable adjoint de la rédaction web en particulier. On parlera notamment aussi évidemment de cela durant cette petite heure. Et puis enfin, nous avons le plaisir d'accueillir Thomas Longry, qui est le journaliste qui couvre les informations spécifiquement liégeoises au sein du groupe L'Avenir. Alors, Thierry Remacle, vous êtes donc nouveau rédacteur en chef. Vous n'êtes pas nouveau dans la profession, bien entendu. Vous avez été rédacteur en chef de l'ADH, si je ne m'abuse. Adjoint. Adjoint, effectivement. Depuis le mois d'avril, vous êtes le nouveau rédacteur en chef de l'Avenir. Pourquoi avoir réorienté votre carrière, avoir postulé, être candidat pour cette fonction ? Je pense que vous avez apporté une partie de la réponse. D'abord, c'est un grand journal historique à l'échelle de la Belgique. C'est un journal qui est leader sur le marché du print, de la diffusion print en Wallonie. Il y a encore beaucoup de travail au niveau du web, au niveau des audiences, mais sur la diffusion, c'est un grand journal. On y reviendra sans doute après. Et donc, c'était une opportunité. D'abord, j'étais rédacteur en chef adjoint. C'était une opportunité, effectivement, de m'essayer. Rédacteur en chef adjoint, c'était une belle position parce qu'on a pas mal de latitude, mais on n'a pas toutes les responsabilités et tous les ennuis imputés au rédacteur en chef. Et donc, à un moment donné, c'était peut-être bien aussi d'essayer le rédacteur en chef n'est pas que journaliste, il est aussi un peu manager. Il est excessivement manager et malheureusement pas assez, ou plus assez journaliste, à mon grand dam, mais voilà, c'était un choix de carrière à un moment donné. Et puis voilà, c'était une belle opportunité d'abord de se mettre en danger et en postulant. Et puis après, j'ai eu la chance d'avoir convaincu les patrons et d'avoir été choisi. Voilà, c'était une belle opportunité. Je suis namurois. L'Avenir est un journal dont le siège social est à Namur, donc c'est aussi un plaisir. Et puis comme certains me le rappelaient tout à l'heure, j'ai travaillé pour Sud Presse, j'ai travaillé pour Le Soir, j'ai travaillé pour le groupe IPM, donc l'ADH et la Libre. La boucle est bouclée. Je termine par. Enfin, je termine. En tout cas, ça, vous ne le savez pas. On verra. J'espère terminer parce que j'y suis vraiment très bien après 2 mois. L'accueil est excellent. Les équipes sont top. Il y a vraiment du potentiel. Les équipes sont vraiment prêtes à relever des défis et la qualité est là. Voilà, il n'y a plus qu'à. Alors, je vais vous mettre au défi parce que ici, on vous connaît un peu mieux, mais je le disais, le groupe L'Avenir, on ne le connaît pas forcément très bien, en tout cas pour nos spectateurs, en tout cas ici à Liège, parce que ce n'est pas le titre dominant. Alors, le défi, c'est faire la photo du groupe L'Avenir en 2 minutes. C'est un journal plus que centenaire. C'est un journal établi partout en Wallonie. Ce sont 9 éditions régionales. La vocation de ce journal, c'est d'être un journal de proximité géographique, mais proximité avec les attentes de son lectorat. C'est un journal qui se distingue, et c'est unique à notre échelle belge, par un taux d'abonnés remarquable. On a plus de 90% d'abonnés, donc sur une audience print, une diffusion print d'environ 70 000 numéros quotidiens. Plus de 90% sont des abonnés fidèles. Fidèle, c'est pas juste un mot pour faire beau. Il y a plus de 97% de renouvellement d'abonnés chaque année. Donc on a un beau lectorat un peu plus âgé ou... C'est un lectorat un peu plus âgé.
dont on dit qu'il va s'effriter avec la nature, mais j'entends ça depuis 25 ans dans le métier, et manifestement, ce n'est pas le cas, puisque c'est un journal qui, traditionnellement, se retrouve sur la table du salon, de la salle à manger, des foyers, et sans doute que quand une personne décède, un abonné décède, sa famille reprend le flambeau, les enfants reprennent le flambeau, par habitude, par addiction, j'espère, et en tout cas, je me ferai fort de renforcer cette addiction. Votre ADN, c'est peut-être d'être plutôt dans les zones plus rurales, les Absolument. moyennes villes, pas les toutes grandes villes. Ça a un impact, j'imagine, aussi sur le ton du journal. Oui et non, on a environ un peu plus, 22-23% de part de marché dans la capitale de la Wallonie, dans des places aux Liégeois. Je rappelle que c'est Namur, la capitale. Ça, c'est pour la blague. Mais effectivement, c'est un journal qui est plutôt rural. On en est fier. C'est un journal qui a un vrai rôle social, un vrai rôle d'accompagnement, d'information, de proximité. C'est le seul journal qui est encore aussi proche de ses lecteurs, qui descend aussi bas dans l'information locale. C'est une fierté de notre part. On n'est pas en train de faire un concours, mais on dit juste que dans le constat, on a gardé les moyens pour continuer à le faire. C'est notre ADN et on va maintenir cet ADN. Et pour réaliser ce journal, c'est une rédaction de combien de journalistes? C'est une belle rédaction de 130 journalistes salariés. 130, oui. 130 journalistes salariés et une flopée de plusieurs dizaines, je dirais bien 200-300 indépendants qui malheureusement sont un peu à l'arrêt pour l'instant avec la crise sanitaire. Bien entendu. Mais oui, il y a des effectifs. Il n'y a pas de secret en même temps. Si on n'a pas de journaliste, on ne peut pas aller sur le terrain, on ne peut pas faire son métier de récolter l'information, de la recouper et de la restituer comme il faut sur toutes les plateformes. Alors, on l'a dit, une des actualités évidemment du journal, c'est, outre les projets, et on va y venir, c'est quand même de revenir sur ces épisodes qui ont fait l'actualité, notamment dans le décours de l'affaire Nethys. Vous avez été racheté, puisque Nethys a vendu le titre par le groupe IPM. Est-ce que, Benoît Dardenne, vous qui avez vécu cette période aussi, et sans s'appesantir sur cette période, mais enfin, il y a peut-être des enseignements à en tirer, mais est-ce que pour vous, ce rachat est un soulagement ? Oui, on peut dire ça. En tout cas, ça permet de tourner une page qui a été un petit peu ternie, surtout sur les dernières années. Quand on a été racheté en 2014 par Tecteo, qui est devenu Nethys ensuite, il y avait plein d'envies, plein de projets. Et puis, il y a des choses qui ont tardé peut-être un peu à se concrétiser. Il y a eu ensuite un plan de restructuration qui n'a pas été mené sans mal. Et puis, donc, il y a ce rachat qui est intervenu l'année passée, qui s'est concrétisé le temps que ce soit validé par l'autorité de la concurrence 6 mois plus tard. Et puis maintenant, Thierry vient seulement d'arriver. Donc là, on a de nouvelles perspectives, de nouveaux objectifs clarifiés qui permettent de se projeter beaucoup plus facilement que ce n'était le cas jusqu'ici. Est-ce qu'il y a eu des conséquences de cette période sur le journal? Bon, bien entendu, il y a eu des suppressions d'emplois, ça c'est exact, mais sur l'audience notamment du journal, sur la fabrication du journal? Le principal impact, ça reste l'emploi. C'était 25% du personnel qui était menacé. Au final, il y a 20% du personnel qui est parti, étalé sur 2 ans. Il y a encore quelques semaines, on a encore eu un départ. Donc c'est un long plan de restructuration. L'impact sur le produit en lui-même, non, mais on était plutôt dans une phase de stagnation. On avait des projets, notamment sur Liège par exemple, de développer, d'investir, de mettre plusieurs journalistes. Donc actuellement on en a un, on a parlé de Thomas qui aura la parole après, qui pourra parler de son travail au quotidien, mais il était question de monter peut-être jusqu'à 4-5 journalistes, peut-être de relancer une édition papier comme on avait eu par le passé il y a une quinzaine d'années. Mais tout ça a été ralenti et puis même gelé complètement. Et donc ça, c'est un peu en stand-by. Mais alors, ralenti, gelé, en stand-by, on ne sait pas ce que ça va devenir. Il y a un peu de tout ici dans ce que vous dites. Mais Thomas Longry, cette période, vous l'avez vécue également. Est-ce que c'est aussi un soulagement pour vous, cette sortie de crise, en tout cas dans l'actionnariat? Je pense qu'effectivement, maintenant, on a d'autres perspectives. On a un nouveau rédacteur en chef, on a un nouveau groupe donc, qui nous a rachetés et on avance. Je pense que tout ça est derrière nous, la période Nethys est derrière nous et on doit avancer et continuer à travailler. D'accord. Alors, pour être très précis, Thierry Remacle, IPM a racheté le journal L'Avenir, mais pas que. Est-ce qu'on peut, dans cette opération, rappeler aussi les autres titres qui sont concernés par ce rachat et s'il y a notamment aussi des collaborations entre L'Avenir et Moustique, par exemple?
IPM est un groupe qui édite notamment la dernière Heure des Sports et la Libre Belgique, effectivement. Alors effectivement, dans le package, il y a aussi Moustique, il y a Paris Match qui était déjà Paris Match Belgique qui fait déjà partie d'IPM. Des collaborations, oui, il va y en avoir. On a déjà lancé une grande rédaction sportive en fusionnant la rédaction sportive de la dernière Heure des Sports avec celle de l'Avenir. Qui va fonctionner telle une grande rédaction sportive au profit des différents médias du groupe. Des collaborations, pas de synergie, pas de fusion, c'est pas le bon terme, ce sont des collaborations, il y en aura sur le plan régional, mais ce qui est très clair, c'est que chacun va garder ses prérogatives ou son ADN, c'est-à-dire que le journal du groupe qui est le journal régional, c'est l'Avenir. Et donc, il n'est pas question d'équilibrer, de donner la même offre dans les autres entités du groupe. Chacun a ses spécificités, mais alors, évidemment, on va peut-être un peu étayer. Le régional pour vers l'avenir, enfin en tout cas pour l'avenir, pardon. Pour la Libre Belgique, on peut se douter le Quality Paper. Oui, pour la DH, son positionnement. Pour la Libre Belgique, il n'y aura pas trop d'échanges. En tout cas, c'est pas sur la table à ce stade-ci. J'ai pas d'infos qui me laissent penser qu'il y en aura plus tard. Avec la dernière heure, je vous l'ai dit, c'est essentiellement sur les sports qu'il y a un vrai travail de collaboration et de fusion. Là, on parle clairement de fusion au niveau des sports et on en parle pas on fait plus qu'en parler puisque c'est déjà effectif. Et ce sera effectif en tout cas pour l'Euro, la prochaine échéance sportive. Donc, très bientôt. Oui, très bientôt. Après, il y a des collaborations entre l'Avenir et la DH pour travailler plus intelligemment et en collaboration sur le terrain régional, oui. Et donc, effectivement, l'Avenir n'est pas un journal hyper implanté à Liège, même si Thomas y fait de l'excellent boulot essentiellement sur le web. Et en tout cas, on le lit essentiellement sur le web, mais ça va changer dans les prochaines semaines, justement en renforçant ses collaborations avec le gros bureau régional de la DH, la Libre, qui se trouve à Liège. J'avais envisagé qu'on puisse en parler un peu plus tard, mais puisque vous l'évoquez, parlons-en dès maintenant. Ces projets à Liège, c'est vrai qu'on a connu, Benoît Dardenne l'a rappelé, il y a quelques années, le jour Liège qui a vécu, je pense, pendant un an ou deux, je crois. 18 mois, oui, de janvier 2005 à octobre 2006. Voilà, donc on pouvait concrètement l'acheter en librairie avec une information spécifiquement liégeoise, en tout cas à travers des pages régionales. Et puis, plus rien depuis la fin du jour Liège. Effectivement, des informations sur le web, mais vous nous évoquez peut-être de nouveaux projets ? Non, de nouvelles collaborations qui sont en train de se nouer. Pas de projet. Donc, si la question, plus clairement, elle est est-ce qu'on va relancer une édition print sur Liège ? Non. Je pense que tous les patrons de presse s'accordent à dire que l'avenir, sans mauvais jeu de mots, ou le futur, c'est la digitalisation des rédactions et de nos produits. On ne va pas faire tout l'inverse en lançant une nouvelle édition papier. On sait ce que ça coûte en termes d'énergie, d'investissement, d'efforts, de pub, de marketing, etc. Tout ça dans le bastion, disons-le, de la Meuse. On ne va pas venir frontalement sur le terrain de la Meuse. Ça n'a aucun sens sur le plan stratégique. Maintenant, est-ce que ça veut pour autant dire que Liège n'intéresse pas nos communautés de lecteurs et d'internautes ? Non, évidemment. Le succès du travail de Thomas en témoigne tous les jours. Et puis, Liège n'est pas que Liège-Ville. Je vous rappelle qu'il y a Verviers et l'arrondissement de Huy-Warem qui sont tout proches, où l'avenir est dominant et où il y a donc une belle stratégie ou de belles choses à mettre en place avec nos collègues, avec nos effectifs, en tout cas en place à Verviers, à Huy, à Warem et avec Thomas ici à Liège. Alors, on parle de collaboration, donc très concrètement, ça veut dire que les rédactions vont travailler ensemble dans les mêmes locaux, il va y avoir des synergies de ce point de vue qui vont s'établir ? Il y aura des collaborations de l'échange de textes, de la réflexion intelligente pour ne pas faire deux fois le même travail, c'est-à-dire deux journalistes sur le même événement. Il vaut mieux récupérer des forces vives pour être meilleur sur autre chose, sur un autre événement, sur une autre information. Et par rapport aux locaux, oui, il y aura de temps en temps, dans certains cas, je parle à l'échelle wallonne, et dans le cas de Liège, effectivement, il est question que le journaliste de l'Avenir Liège aille s'installer dans les locaux de l'ADH et de la Libre Belgique au centre Thomas de Longry, Liège. vous allez quitter la rue Louvray, ce que vous aviez en fait déjà quitté. J'avais déjà quitté, hein, oui. Forcément, pour aller dans la rue des Dominicains. Ben voilà, on verra bien.
Ok. Donc ici, on va voir ces développements qui vont arriver dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, pour ce qui concerne l'information liégeoise en particulier. Je voudrais revenir par rapport au groupe dans son ensemble. Il y avait eu aussi cette initiative au moment justement de l'affaire Netis, en fait, d'une coopérative créée par les journalistes de l'Avenir. Cette coopérative, Benoît Dardenne, je ne sais pas si vous y aviez été directement mêlé. Et donc elle existe toujours. Elle existe Oui. toujours. Après, Elle est intégrée au sein dans le rachat avec IPM. ça, je ne veux pas dire de bêtises. Thierry, je ne sais pas si tu as plus de compléments, mais oui, je pense qu'ils sont consultés. Après, est-ce qu'ils ont une présence au conseil d'administration? Oui, le tout, c'est des statuts, de savoir quel est le pouvoir de la coopérative au sein du conseil d'administration, mais les discussions sont en cours. Je ne suis pas dans le secret, je ne suis pas encore administrateur ni président du conseil d'administration, donc je n'en sais pas plus. C'est en cours. Il y a pas mal le rachat est assez frais, l'installation du nouveau rédacteur en chef également, et donc il y a beaucoup de choses qui sont en cours de discussion, mais en cours de résolution surtout. Il y a une prise en considération, en tout cas. Ils sont consultés, il y a des réunions aussi. Cette coopérative permettait à des citoyens aussi, des lecteurs notamment, d'investir en fait dans le titre. Et toujours même, je pense que c'est toujours possible. On peut toujours, en allant sur la page Facebook de la coopérative L'Avenir, souscrire et avoir tous les renseignements précis sur les modalités et l'impact que ça peut avoir. Oui. Alors, on ne va pas évidemment crier un scoop en disant qu'on est en période de pandémie, en tout cas peut-être sur la phase terminale, on l'espère en tout cas. Ça a eu un impact pour tout le monde, tous les travailleurs bien entendu, mais au sein de vos rédactions en particulier, vous avez traversé cette crise comment, et notamment en termes de conditions de travail? Est-ce que ça a changé les choses? Est-ce que vous vous rendez encore à la rédaction? Est-ce que vous télétravaillez pour l'essentiel? Est-ce que ça a été des difficultés pour la fabrication du journal? Thierry Remacle, peut-être, dans un premier temps? Je n'étais pas là, mais de ce que j'en sais et de ce que j'ai vécu dans d'autres médias, je pense qu'on a fait le gros dos comme tout le monde. C'est une pandémie à laquelle personne n'était prêt ou est préparé. Donc tout le monde a adapté. On s'adapte. La nature humaine est en cela remarquable. C'est qu'on s'adapte à chaque situation. Dans les médias, on a une grande faculté d'adaptation à chaque situation. Et donc, on a fait comme tout le monde, c'est-à-dire qu'on a essayé de respecter au maximum, et sans doute plus encore à l'avenir, et j'en parle à l'aise, je n'y étais pas, le respect des consignes édictées par le Code éco et par simplement le bon sens. Donc, beaucoup de journalistes sont en télétravail avec ses avantages, ses inconvénients. Bon, on a des moyens technologiques qui nous permettent évidemment de communiquer. Voilà, je pense après que tout le monde, chacun a envie de retrouver un peu davantage de terrain, un peu de convivialité, que ce soit à la machine à café ou autour d'une table de réunion. Là, on a perdu, très clairement. C'était sympa au début, les réunions Teams, mais je pense que dans tous les médias, on s'accorde à dire qu'il est temps qu'on se retrouve autour d'une table, parce que quand on discute d'un sujet, quand on discute d'une orientation, quand on fait des choix rédactionnels, il n'y a rien de tel quand même de voir un peu la réaction des journalistes autour de la table. C'est quand même beaucoup plus sympathique. Est-ce qu'on peut assurer une forme de ligne éditoriale, de coordination éditoriale quand on ne voit pas vraiment les gens, quand on doit leur téléphoner, quand on est en télétravail? Thomas Longry, vous êtes sur le web essentiellement. Vous avez une info, vous publiez, vous avez un field, vous devez... Voilà, donc tous les matins, forcément, comme tout journaliste, on regarde un peu ce qui a été fait ailleurs, on screen un peu les journaux, la radio, pour voir un peu comment on va travailler sur la journée. Et puis moi, tous les matins, j'ai un contact avec Benoît Dardenne, donc, qui est mon supérieur direct. Et donc, on discute aussi des pistes, en tout cas, qu'on va lancer, que je vais lancer, par exemple, sur Liège, et voir un petit peu ce qui est possible de faire. Donc, nous autres, en tout cas, personnellement, je vais parler pour moi, mais sur Liège, on n'a jamais arrêté d'aller sur le terrain. Donc, pandémie oblige, j'ai été dans les hôpitaux, j'ai continué à rencontrer les gens, tout en travaillant de chez soi, forcément, pour écrire les articles. Alors qu'avant, on se déplaçait à la maison de la presse, on se déplaçait à gauche, à droite. Donc voilà, c'est une autre façon de fonctionner. Maintenant, il y a Teams, il y a beaucoup de réunions par Teams aussi, beaucoup de conférences de presse qui ont eu lieu via ce biais-là. Mais notre travail de terrain, et je pense que je peux parler pour toutes les éditions aussi, on a continué à faire notre travail de terrain en allant sur place, en rencontrant les gens. Et je pense qu'au niveau du contenu du journal, on n'en a pas perdu, on n'a rien perdu, même si effectivement, on a
du moins rencontrer les personnes de visu en tout cas. Alors, concrètement, vous terminez un papier et puis vous le publiez tout de suite? Oui, donc C'était comme ça avant aussi ou bien ça a changé avec la Oui, pandémie? moi je suis arrivé juste à Liège, en tout cas juste avant la pandémie. Donc je travaillais avant à WeWarem où je travaillais essentiellement pour les pages print. Et donc c'est une toute autre manière de fonctionner pour le web, puisqu'effectivement, donc on a l'info, on la publie, on y ajoute des liens vers d'autres articles qui ont déjà été publiés. Il y a tout un enrichissement derrière aussi, et tout un travail aussi qui nous permet d'être plus long qu'une version print, d'y ajouter des données data, d'y ajouter des photos, d'y ajouter de la vidéo aussi, puisqu'on fait de la vidéo. On monte nos sujets nous-mêmes, on les publie également. Donc voilà, c'est tout un autre travail sur le web qui est fait aussi. Oui, c'est un métier un peu Rémi Bricard, on est tous support, on fait un peu de tout et on produit tous les contenus, en ce compris audiovisuel maintenant. Voilà, et puis aussi on a une page Facebook donc à Liège qui s'appelle Liège toute l'actu, où il y a tous les articles liégeois en tout cas qui s'y retrouvent. Et je rappelle aussi que l'actualité liégeoise est gratuite. Donc vous pouvez cliquer sans problème sur une actualité de Liège et les alentours, puisqu'on couvre aussi les communes limitrophes. Et donc l'actualité est gratuite sur le web. C'est une particularité parce que beaucoup de titres en fait demandent un accès, un paywall en fait pour accéder à l'information. Il y a une raison, c'est pour aller chercher des nouveaux lecteurs. Il y a une nécessité là maintenant d'essayer de les fidéliser à travers le web. C'est un appel d'air. Donc, c'est une façon aussi de se faire connaître, de montrer la qualité de nos contenus, de montrer notre force de frappe, la diversité. On est challenger, hein, même très challenger, enfin très outsider sur Liège face à la Meuse. Et donc, on peut se permettre ce genre de pari, c'est-à-dire d'exister. Vous le faites grâce sur à la Liège, gratuité. pas forcément sur d'autres Donc, zones. tout à fait. Ce qu'on ne commet pas comme erreur, c'est de penser qu'une stratégie ou une recette est applicable partout. Les lectorats sont différents, les habitudes de lecture, la concurrence, etc. sont différents d'une région à l'autre. Donc je pense que c'est important de pouvoir s'adapter, d'adapter son offre à son lectorat potentiel. Benoît Dardenne, la rédaction web, c'est une rédaction différente de la rédaction papier ou c'est les mêmes journalistes? Comment on l'anime cette rédaction? Il y a des spécificités? Oui, donc c'est une rédaction à part entière, c'est plus ou moins 10 personnes par jour, c'est composé essentiellement de 3 pôles, ce qu'on appelle le desk actu, donc ce sont ceux qui sont vraiment en première ligne. Moi, quand je dois définir ce rôle-là, je dis que c'est le présentateur du journal radio, sauf que lui, il n'est pas là toutes les heures, il est là sur antenne pendant 8 heures d'affilée, du matin jusqu'au soir, donc de 7h à 15h, puis quelqu'un d'autre de 15h à 23h. Ça, c'est le premier pôle, vraiment le média de l'immédiat. C'est la particularité du web. Les autres particularités, c'est le côté Rémi Bricard, dans le sens péjoratif du terme, ou pas. C'est de pouvoir enrichir les contenus. Et de ce point de vue-là, l'image, Thomas le disait tout à l'heure, la vidéo est un pôle à part entière chez nous. On a au minimum chaque jour un vidéaste, un reporter image qui peut être mobilisé sur différents sujets d'actu ou plus magazine. Et puis le troisième pôle, c'est ce qu'on appelle le Web Lab chez nous. Donc c'est plus les produits web only, donc qui sont pensés pour le web d'abord avant d'être pensés pour le print. C'est-à-dire des sujets avec des infographies qui, si elles devaient aller dans le journal, elles prendraient 6 pages, ce qui n'est pas concevable dans un chemin de fer actuel, mais qui sur le web se laissent lire très rapidement parce qu'un internaute peut sélectionner ce qui l'intéresse. Donc ça c'est pour les infographies, mais il y a aussi des longs formats ou de longues vidéos qui peuvent être mises en forme. Et à côté de ça, on a aussi des rôles spécifiques qui travaillent surtout pour le web, mais qui peuvent aussi, dont le travail peut aussi atterrir dans le journal. C'est par exemple un rôle geek, donc les infos high-tech, pour lesquelles on voit qu'il y a un intérêt très fort sur le site. Pour le journal, c'est difficile à quantifier. Sur le site web, dès la publication, on sait si un article prend ou pas. Sur le print, il faut parfois un peu plus de recul. Et à côté de ça, donc, il y a les zones blanches aussi, ce qu'on appelle les zones blanches. Donc on a 9 éditions papier et 3 zones blanches, Liège, pour l'arrondissement de Liège, pas Verviers et pas WeWarem, et Bruxelles et Mont-Centre. Donc tout ça, tous ces éléments-là représentent la rédaction web au quotidien. Est-ce qu'il y a moyen d'avoir un modèle un peu rentable aussi économiquement quand on est sur le web? Est-ce que c'est aussi une façon d'attirer des annonceurs et de ramener aussi à côté du print et des publicités print dans le journal des moyens, des ressources financières?
Tu connais la recette magique? Non, je ne la connais pas, sinon je ne serais pas que rédacteur en chef. C'est pas tellement ça qui est visé. Je pense que c'est de pouvoir informer tous les Wallons et Bruxellois en l'occurrence. Mais dans ces zones blanches aussi, nos journalistes comme Thomas ont une casquette. Ils ont pour vocation d'informer à la fois les Liégeois, mais ils ont aussi une casquette d'envoyé spécial pour informer les autres Wallons, là où on est fort, là où on est très présent sur le print en termes d'abonnés, de ce qui se passe à Liège, qui n'est pas une petite ville, loin de là, dans la région de Mons et du centre et du Borinage, et à Bruxelles. C'est Mons. C'est Mons, la région du centre et du Borinage et de Mons, et la région de Bruxelles. D'accord. Donc forcément, on n'est pas un journal bruxellois, mais on ne peut pas se passer d'avoir un journaliste à temps plein sur Bruxelles. Et bientôt, ils seront un peu plus nombreux puisqu'on va travailler avec l'ADH. Exactement. Une dizaine de personnes, dites-vous, pour la rédaction web. C'est toujours les mêmes personnes ou bien il y a un peu de mobilité en interne et il y a des journalistes qui sont tantôt plutôt sur le papier et puis qui peuvent un peu aussi s'essayer à d'autres sujets sur le web? D'autres formes d'écriture? Donc, au sein de la rédaction web, il y a, si je ne dis pas de bêtises, 10-12 salariés pour intervenir sur ces différents rôles-là, et eux sont directement rattachés donc, à la rédaction web. Là, il n'y a pas spécialement de mobilité. Après, il y a des appels à candidature ponctuellement dans l'entreprise, et il y a toujours de la mobilité interne possible, hein, mais au quotidien, non. Et sinon, ce qui est un des grands défis, puisque je pense que c'est l'intitulé de la rencontre aujourd'hui, c'est la digitalisation de la rédaction qui a commencé déjà il y a plusieurs années, plusieurs mois, mais qui suit son cours. Et de ce point de vue-là, nos rédactions pensées papier, je pense qu'on ne doit plus parler comme ça, mais qui étaient print à la base, font de plus en plus d'efforts et donc ne réfléchissent plus en termes de lignes dans mon carton du journal. J'ai 80 lignes, je me limite à ça. Non. Et l'article sortira le lendemain matin. Non, ils se disent désormais, est-ce que je peux... J'ai mis mon point final, il est midi, est-ce que je peux mettre l'article en ligne dès maintenant? Oui, non. Est-ce que je peux l'enrichir d'une vidéo, l'enrichir d'un post Facebook? Est-ce que je peux l'enrichir de toute une série de choses qui peuvent apporter une plus-value à l'internaute, mais qui ne se voient pas dans le journal? Tout ce qui est référencement Google aussi, donc le SEO, tout ça, il y a des formations, des réunions, un écolage permanent qui a été fait et qui se refait encore maintenant, qui est relancé avec... Est-ce qu'on peut dire que pour l'avenir, je pense que vous avez dit que vous vouliez être le rédacteur en chef de la transition numérique du journal. Est-ce que ça veut dire que vous pensez web d'abord en termes d'information, de diffusion de l'information? C'est en tout cas notre volonté. Alors je ne vais pas vous mentir, pour l'instant il y a une volonté de tendre vers ça. Le travail a commencé bien avant notre arrivée, mais ça va être le défi. On a du retard, soyons clairs. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on était les leaders du marché sur le print. Soyons tout à fait honnêtes, on est plutôt dernier de classe sur le numérique. Et donc là-dessus, il faut qu'on travaille. Alors on sait qu'on a tout ce qu'il faut on a les informations, on a un public, on a une ligne éditoriale claire qui plaît à beaucoup de gens, manifestement. Il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas capter un certain nombre et grossir notre audience au niveau du web. Et donc ça va être le défi. Et donc c'est le travail de la rédaction web, mais évidemment pas seulement. Et je dirais même surtout c'est le travail de tous les autres qui vont apprendre à penser beaucoup plus web. Benoît est sympa en disant ils y pensent, mais il faut le faire maintenant. En termes de nouveautés, d'ailleurs, je pense que vous allez sortir un nouveau site web à partir de août, septembre, je ne sais pas exactement, quand vous l'envisagez. C'est dans le cadre de cette transition vers le numérique? C'est une façon de je vais laisser Thierry répondre, il y a plusieurs réunions là-dessus. Sur le timing, on parle de l'automne, je dirais de septembre, octobre, novembre. On n'est jamais sûr. Si ça ne tenait qu'à nous, ce serait septembre, mais voilà, il y a des développements qui sont en cours. On veut que ce soit bien fait et donc on a le temps. On prendra le temps pour que ce soit bien. Donc on veut, voilà, la digitalisation d'une rédaction, c'est pas uniquement l'œuvre d'un secteur, c'est pas uniquement la rédaction, c'est aussi le marketing, c'est aussi la pub, c'est aussi tout le secteur commercial, c'est la hiérarchie, c'est l'IT. Et donc c'est tout un travail de SAP, mais collectif. On n'y arrivera pas seul ou un seul département en tout cas. Donc on met tout en avant et tout en œuvre pour aller de l'avant mais tous ensemble pour atteindre cet objectif. Alors, au sein de la rédaction web, vous avez aussi un web lab, je crois, qui est une forme de... Est-ce qu'on peut dire que c'est une façon un atelier d'écriture journalistique un peu différent? Oui, c'est ça, et c'est très riche et varié. Donc ça peut être...
si je caricature, on dit justement webiser ou weblabiser l'équivalent d'une panneau du journal en l'enrichissant un petit peu, mais ça peut aussi être totalement réinventer le contenu narratif. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme exemple? Des exemples récents, ce serait intéressant. On l'a fait avec le WhatsApp, trois commentaires. de mémoire, le WhatsApp de Charles Michel, c'est ça? Oui, donc on a inventé le format. On s'est immiscé dans le WhatsApp de Charles Michel ou du Roi. On a fait 2 versions avec un contenu fictif, donc forcément, mais on a. Mais plausible, en tout cas, qui Oui, apporte oui, une information sur base. et inspiré de l'actualité. C'est pas satirique, en fait. Si, aussi, oui, c'est assez corrosif. On peut le retrouver assez facilement via notre moteur de recherche. Donc oui, il y a ça, ou tout ce qui peut être vraiment infographie. Là, si je prends des exemples récents, hier, justement, avec le Covid, il y a des exemples tous les jours. On peut se plonger là-dedans et jouer avec les chiffres, avec des cartes interactives pour montrer quels sont les bons ou les mauvais élèves de la vaccination, par exemple, commune par commune. Et de là, on peut avoir un regard transversal, et ça peut amener des histoires locales pour nos collègues des éditions locales, justement. On en parlait encore avec Thomas ce matin, en se disant, tiens, telle commune est peut-être un peu en retrait. Est-ce qu'on ne ferait pas un focus avec elle un de ces jours et comprendre pourquoi, dans cette commune, la vaccination est à la traîne? Et ça, c'est un sujet que vous proposez pour la rédaction web, mais est-ce qu'il y a aussi un pont qui est fait avec la rédaction papier? Oui, tout à fait. Tout à fait. Et donc, tous les matins, on a une réunion, actuellement, plus ou moins vers 10h du matin, avec ce qu'on appelle l'éditeur chez nous, qui lui a un rôle de simili rédacteur en chef, donc de vue transversale, surtout au-dessus des éditions, et avec le chef de l'information générale, de l'information nationale, pour un petit peu évoquer les sujets des uns et des autres. D'accord. Alors, on a parlé du web, de l'importance du web, mais vous l'avez souligné, pas l'ADN, mais en tout cas une des forces du journal, c'est le papier, son implantation très forte, un lectorat qui est très fidèle, beaucoup d'abonnés, etc. Et vous allez leur donner des choses nouvelles à voir bientôt, puisque je pense que la semaine prochaine, vous allez changer de maquette. Et je pense qu'on l'a en régie et qu'on peut en montrer un exemple. Est-ce que vous pouvez nous donner, on le voit ici à l'écran, les spectateurs également, quelles sont les lignes directrices pour ce changement de ligne graphique? Je pense que tous les journaux ont besoin de se renouveler, d'avoir de nouveaux projets, et son lectorat également. Donc il y avait une volonté de moderniser, de rendre un peu plus clair, plus moderne, plus lisible les pages du journal. On avait envie aussi de simplifier la construction du journal. Simplifier la construction du journal, ça permet quoi? Pas de terminer plus tôt, mais de réaffecter certaines ressources humaines à d'autres projets, notamment sur la digitalisation. On y revient. Voilà, mais effectivement, le but premier, c'était de s'offrir un petit lifting, une petite évolution. C'est pas une révolution, parce qu'on ne révolutionne pas un papier, un produit qui fonctionne très très bien. Les habitudes. On sait que traditionnellement, quel que soit le média, on sait que quand on change la maquette d'un journal, on perd des lecteurs, on change les habitudes de son lecteur fidèle, et le risque est réel de le perdre définitivement ou momentanément. Donc ici, la volonté n'était pas celle-là, elle était juste d'apporter un peu de fraîcheur, un peu de clarté, un peu de lisibilité. Et puis c'est surtout le fruit d'un travail, et j'en parle à l'aise parce que je n'étais pas là non plus quand tout cela a été fait et initié. Le fruit de toutes les rédactions, ça a été fait sous forme d'atelier avec tous les services des rédactions. Et je sais d'expérience que ça ne se fait pas comme ça dans tous les journaux. Donc je trouve que c'est une belle initiative à cet égard-là au sein des rédactions de l'avenir. Et les lecteurs ont été associés aux travaux sur la nouvelle maquette. Il y a eu des tables de lecteurs qui ont été organisées à chaque étape importante ou décisive du journal, enfin des changements, pour valider des changements ou pour repousser des idées de changement. C'est un processus qui a pris combien de temps? Je n'ai pas les dates. Pour être tout à fait clair, ça a été initié sous l'ancienne direction. Mais je pense que il y a 2 ans, ils en parlaient déjà, et puis ils étaient prêts à aboutir. Et puis, il y a une semaine près, ils ont stoppé le projet. Et donc, on a relancé la machine en tout début d'année, avant mon arrivée. J'ai accompagné sur les dernières semaines, en amenant mon petit grain de sel personnel, et puis voilà. Et puis, on a abouti à un produit
pour lequel, pour l'instant, on a beaucoup de retours très positifs. On est allé faire quelques tests en rue chez des gens qui ne nous lisent pas nécessairement habituellement. Et l'accueil est plutôt bon. Voilà, donc on espère que... Premier numéro de cette nouvelle maquette, premier numéro, mardi prochain. Mardi 1er juin, effectivement, dans toutes les librairies et la boîte aux lettres. Sauf à Liège. On en trouve. Oui, bien sûr. Ok. Thierry Remacle, la patte Thierry Remacle comme rédacteur en chef, c'est quoi? Ça va être quoi? D'autres personnes devraient en parler à ma place, mais la volonté, c'est d'abord, bon, on l'a évoqué, il y a eu le passé Netis. Je pense que dans un premier temps, je m'attelle à rencontrer les gens, rencontrer les équipes, redonner confiance, décloisonner certains services, parce que le passé de l'ancien management combiné à la crise et à la pandémie a sans doute favorisé un repli sur soi, service par service. Et donc tout le monde travaille de façon un peu cloisonnée, avec une communication qui est parfois défaillante. Là, je pense qu'il y a un vrai travail qui est en cours d'apaiser tout le monde, d'expliquer qu'on est en train de tourner la page, qu'on n'oublie pas le passé, il ne faut surtout pas l'oublier, mais voilà, on tourne la page, on amène de nouveaux projets, la maquette est un projet, le site internet est un autre projet, il y en a d'autres. On va amener de la confiance, pour répondre à votre question. Moi, j'ai envie de ramener de la joie, de l'envie, de donner du sens aux journées de travail des journalistes, et puis des objectifs clairs qui leur permettent de savoir vers quoi on va, vers où on va et pour quand. Bien, est-ce que sur cette nouvelle maquette, en fait, la rédaction web a eu aussi un peu son mot à dire, ou est-ce qu'elle a impacté aussi la manière de visualiser l'information sur le web pour l'instant? Donc la rédaction web, comme tous les autres services, a été intégrée dans les ateliers qui avaient effectivement démarré plus ou moins en 2019, avant que tout ne soit arrêté, notamment à cause de la pandémie. C'est plus ou moins une semaine avant la pandémie, on voyait que ça allait mal tourner, ça allait être compliqué d'assurer le suivi, c'est pour ça qu'on a tout arrêté. Et la réflexion s'intégrait notamment sur des choses basiques, mais par exemple, faut-il mettre une synthèse dans le carton d'un journal? Oui, parce que sur le web, il y en a une, et si vous n'en mettez pas, du coup, c'est le premier paragraphe, s'il est très long, qui va venir se mettre tout en haut, et ça va avoir un impact sur la lecture. Donc voilà, tout ce genre de réflexion qui pouvait être fait. Et après, sur les versions purement web, là, il y a toujours possibilité de basculer sur un article web qu'on peut allonger. J'ai beaucoup de collègues, moi, du print, qui sont très contents quand ils font une interview, de dépasser les 80 lignes du carton du journal et de pouvoir aller beaucoup plus en profondeur. Et je pense que ça a un intérêt pour le lecteur qui est intéressé par le sujet, qui est intéressé par Patrick Bruel, qui veut plus que les 80 lignes du journal. Et dans ce cas-là, on met un petit renvoi forcément dans le journal en disant « allez sur l'avenir.net/Bruel » pour voir la suite de l'interview plus intégrale. Donc oui, tout ça, on est intégré aussi. D'accord. Alors, nos internautes aussi posent quelques questions et on en a reçu quelques-unes. Alors, la première est posée par Julien et revient en fait sur quelque chose dont on parlait effectivement beaucoup, mais c'est l'influence de l'évêque de Namur sur la ligne rédactionnelle du journal et le positionnement peut-être tout simplement catholique du journal. Qu'est-ce qu'on peut en dire aujourd'hui? Que ça fait un peu plus de 25 ans que c'est terminé. Ou 20 ans. Je pense que fin des années 90, l'actionnariat, l'évêché de Namur n'est plus actionnaire du tout de l'avenir, qui s'appelait Vers l'avenir à l'époque, depuis un peu plus de 20 ans. Ce journal a été racheté à l'époque par un groupe de presse néerlandophone, donc flamand, qui édite notamment le Nieuwsblad, et puis est passé aux mains de Netis et puis maintenant d'IPM. Donc c'est une bonne question, mais qui a une vingtaine d'années de retard. D'accord. Et le positionnement quand même chrétien ou catholique du journal, c'est encore quelque chose qui a un impact, une influence? Absolument pas. D'accord. Mais, après, la seule influence que l'on peut subir, c'est celle des attentes de nos lecteurs. Et donc, ça ne veut pas dire qu'on balaye, ça, loin de là. On a beaucoup de respect par rapport à la chose catholique, mais pas parce qu'on nous le dicte, simplement parce que c'est une attente de nos lecteurs. D'accord. Alors, il y a aussi une question d'Yves qui revient en fait sur Proximag. La distribution de Proximag a été interrompue au début de la première vague. Je pense que c'était déjà en fait avant, peut-être. Va-t-elle reprendre ou
ou va-t-on abandonner la distribution du toute boîte? Je pense qu'il a été supprimé, si je ne m'abuse. Malheureusement, oui. Donc ça, c'est encore une fois, sorry, je suis là depuis le 1er avril, donc ce n'est pas de ma faute, ce n'est pas ma décision, mais ce n'est même pas la décision d'IPM. C'est une décision qui a été sans doute accélérée par la pandémie. Et malheureusement, d'une manière générale, les toutes boîtes sont très mal en point, parce que les coûts sont énormes, que les lecteurs ne sont plus aussi assidus à lire et à consommer les petites annonces et les informations et les pubs, etc., parce qu'on les trouve ailleurs, malheureusement. Les toutes boîtes sont une victime de la digitalisation des médias et du monde, malheureusement. Et alors, il y a aussi une question de Pierre qui se pose la question de l'avenir financier à moyen terme en fait, de votre journal. Si vous ne faites pas, comme vous l'avez dit, effectivement, en certains endroits, en tout cas, si vous ne faites pas payer l'accès à l'information numérique, mais c'est peut-être plus globalement une question sur le poids en fait, financier quand même des abonnements, par exemple, numériques sur le budget global en fait, du journal. D'abord, si des patrons ont décidé de mettre la main à la poche pour acquérir non seulement l'avenir et Moustique, mais surtout toute la masse salariale et tous les coûts qui vont avec, c'est qu'ils ont les reins solides. C'est pas un jouet. Il y a une vraie stratégie, une vraie ambition derrière. Ça, c'est une première chose. Pour le reste, on explore des pistes. Et donc, j'ai envie de dire qu'on a une chance énorme, je l'ai dit tout à l'heure, à l'avenir, c'est qu'on a ce matelas d'abonnés qui nous permettent de travailler intelligemment sans faire de bêtises et sans explorer une année telle stratégie et puis 3 ans après de faire tout le contraire. Ça peut exister. On est plutôt en train de tabler sur la stabilité. On a, je vous l'ai dit tout à l'heure, un retard en termes d'audience sur le web. C'est à la fois une épine dans notre chaussure, mais c'est aussi une chance parce qu'on sait ce qui a été fait ailleurs. On a expérimenté des choses. Et donc on sait ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, on connaît les erreurs à ne pas commettre et donc on va y aller crescendo et le plus intelligemment possible. Je ne prétends pas qu'on détient la vérité, mais on sait vers quoi on va aller. On a une stratégie, bonne, pas bonne, on verra, mais on pense qu'elle est bonne. Et voilà, et encore une fois, on n'a pas le couteau sous la gorge. Après, on est une entreprise privée avec la réalité économique qui est la nôtre. Et avec une pandémie qui ne facilite pas les choses, puisque le marché publicitaire n'est pas le plus florissant pour l'instant, ça c'est clair. Avec l'intégration dans IPM, est-ce qu'il y a aussi des ouvertures par rapport à d'autres types de médias, radio par exemple, qui pourraient être une ligne à suivre pour votre développement ? Les synergies ou les collaborations fonctionnent sur ce plan-là aussi. Donc, chez IPM, il y a DH Radio, il y a une culture du podcast qui est bien implantée depuis 2-3 ans. Voilà, donc oui, il y a des ouvertures vers d'autres médias. Ça peut peut-être donner des idées, mais honnêtement, pour l'instant, notre priorité, c'est de travailler sur nos forces, de travailler sur nos contenus. Avec nos équipes, on a la chance d'avoir des équipes solides et bien implantées. Je pense que si on arrive déjà à faire mieux encore ce qu'on fait déjà bien aujourd'hui et de le faire savoir, que ce soit dans le print et sur le web, je pense que ce sera déjà une belle priorité qu'on doit se fixer au sein des rédactions. Thomas Longry, l'intégration avec vos collègues de l'ADH et de la Libre Belgique, c'est une perspective que vous appréhendez ou qui vous enthousiasme ? Non, pas du tout. Je n'appréhende pas parce qu'on a chacun nos spécificités aussi. Je veux dire, moi, je suis une rédaction à moi tout seul pour l'instant, donc je pense que ça va être beaucoup plus riche pour notre site internet d'avoir des contenus qui viennent de l'ADH, d'avoir nos propres contenus aussi. On est beaucoup plus, pour l'instant, dans le développement de nos contenus à l'avenir. Et donc, je pense que ça peut être bénéfique aussi d'avoir cet échange-là. Nous autres, on essaie de faire beaucoup de Facebook Live aussi maintenant. On essaie d'avancer sur le web. Et donc, je pense que c'est une force aussi pour essayer de, je ne vais pas dire équilibrer, mais d'essayer d'avoir plus de poids, en tout cas, dans certaines zones blanches, comme on parlait tout à l'heure, que ce soit Bruxelles, Mons ou Liège. Vous faire entendre sur de l'information liégeoise, est-ce que vous essayez de trouver des sujets un peu différents de ce qu'on voit habituellement ici à Liège, ou est-ce que vous êtes dans une logique peut-être de
réplication des choses principales qui sont traitées par ailleurs? Non, c'est pas toujours évident. On essaye bien sûr de traiter un peu tous les sujets, toutes les matières. Donc, que ça soit du judiciaire, de la politique. Voilà, je pense qu'on essaye aussi d'être assez réactif. Un conseil communal qu'on suit par exemple à Liège, ben, on le répercute directement en 4, 5, 6 sujets parfois sur une soirée ou sur le lendemain. On essaye vraiment d'être dans une actualité directe sur le web pour être aussi avant tout le monde. Je pense que c'est ça aussi. Et une information de qualité. Je veux dire, c'est pas parce qu'on fait sur le web et qu'on va parfois vite qu'on ne développe pas un sujet dans son ensemble. J'ai envie d'ajouter, parce qu'il ne voudra pas le dire, mais il y a toujours des situations, enfin, un côté positif à chaque situation. Et même quand on est le petit poussé comme il peut l'être lui tout seul sur Liège, sa grosse force, c'est qu'il fait ce qu'il veut finalement. Et donc il peut prendre le temps et qu'il peut expérimenter d'autres choses et prendre le contre-pied de tout le monde. Personne ne lui en tient évidemment rigueur, au contraire, puisqu'il nous amène un vent de fraîcheur et il arrive même à se distinguer de l'ensemble de la concurrence. Et donc à ce niveau-là, moi je suis preneur pourvu que ça dure. Et on est fort présent sur les réseaux sociaux aussi, hein. Je pense que c'est important à dire. L'avenir est présent sur les réseaux sociaux, que ce soit à Liège ou dans les communes limitrophes. Alors, autre question d'internautes également, hein, qui nous suivent. Antoine nous demande quelles sont vos relations avec Sud Presse, amis ou ennemis? Je suis en train de revoir tous les Antoine de Sud Presse. Ami, évidemment, je le dis vraiment très à l'aise. Vous voulez chasser sur les mêmes terrains? J'y ai travaillé pendant plus de 20 ans, donc c'est ma maison. Ça se trouve à 5 minutes de chez moi. Franchement, j'ai beaucoup d'amis. J'ai quitté en bon terme à la fin d'une histoire, d'une relation. Voilà, on n'est pas parti fâché, loin de là. Et donc, non, tout va bien. Donc, c'est une drôle de question, mais voilà, c'est la vie. Hein. C'est bien aussi d'aller voir un peu ailleurs comment ça se passe et de découvrir d'autres façons de voir le métier. Je trouve que c'est hyper enrichissant et c'est ce qui se passe pour l'instant pour moi. Alors, Julien nous pose une autre question, c'est celle de la restructuration de la rédaction, notamment sportive, et on l'a d'ailleurs évoqué, en se demandant si ça ne faisait pas grincer des dents, parce que j'imagine peut-être que c'est des nouvelles personnes sur la même information et que c'est peut-être une pléthore de journalistes pour traiter d'un même et seul sujet. De la même manière qu'un changement de maquette bouleverse un lecteur, tout changement bouleverse et fait peur. L'inconnu fait peur, c'est bien connu. Donc oui, ça fait grincer des dents. Oui, il y a beaucoup de points d'interrogation qui foisonnent dans les têtes des journalistes de part et d'autre. Mais encore une fois, en communiquant, en s'installant autour d'une table, en démontrant par A plus B que ça va bien se passer, on gagne la confiance et puis on preste. Il y a des choses qu'on dit et puis après il faut prester et montrer que ce qu'on a avancé se réalise. Et donc je pense que là on est dans une période, je vous dis depuis quelques mois, où on parle de fusion des rédactions sportives et donc on est dans la période de toutes les questions. Le management y répond au fur et à mesure, mais ça reste des mots et donc très vite pendant l'Euro ou en tout cas avant l'Euro, chacun va avoir ses apaisements et comme je vous le disais tout à l'heure, les chasses gardées, qui couvrent le standard, ça, ce sont des faux débats. Il n'y a que des solutions à ce genre de problème-là. C'est vraiment pas un problème. Du boulot sur un match de foot, par exemple, il y en a. Ça permet juste d'ouvrir le champ des possibles et de réinventer le métier. Parfait. On aborde ici tout doucement à la fin déjà du débat. Et je voudrais quand même vous demander, on est ici, on l'espère en tout cas, à la fin d'une pandémie, en tout cas ici de notre côté. On espère que les choses sont en train de tout doucement d'aller vers du mieux. Comment est-ce que vous voyez, vous, en tant que responsable d'un journal, cette sortie? Quel impact ça va avoir sur votre métier? Que pensez-vous qu'on va retenir comme leçon à moyen et à long terme pour le métier de diffuseur d'informations, de journaliste? Qu'est-ce que cette pandémie aura changé, en fait, à titre personnel d'abord, peut-être, sans doute, et puis collectivement pour votre métier? À titre personnel, moi j'ai vu mes collègues ces derniers mois, cette dernière année, très différemment. Donc, que ce soit l'ADH à la Libre précédemment, et puis maintenant je les découvre derrière un masque. Hein, donc il y a des visages que je n'ai pas encore vus, il y a des personnes que je n'ai pas encore rencontrées, de visu.
Donc ça, d'abord, à titre personnel, c'est une vraie attente. Par rapport au passé, oui, je pense qu'on a chaque personne, chaque journaliste, on est des êtres humains, donc chacun réagit avec ses tripes et avec son caractère. Et donc on a des journalistes qui ont eu très peur, qui ne voulaient plus sortir, qui ne voulaient plus venir à la rédaction, d'autres qui au contraire avaient besoin d'être sur un plateau de rédaction pour avoir ces liens sociaux. Finalement, c'était les seuls qui étaient encore autorisés grâce au travail. Et puis petit à petit, chacun à son rythme, chaque journaliste est retourné sur le terrain à la rencontre d'interlocuteurs qui eux-mêmes avaient vécu la pandémie de la même façon, c'est-à-dire avec son enthousiasme, ses craintes, les bons côtés, les moins bons côtés. Donc ça, c'est sur le plan personnel. Sur le plan professionnel, au-delà de la qualité des échanges qu'on va enfin pouvoir nourrir et nouer dans les prochaines semaines et dans les prochains mois, je l'espère. Les chiffres CIM d'audience des médias sur 2020 ont consacré finalement l'information de qualité. Pour nous, c'est évidemment une excellente nouvelle parce que ça nous renforce dans l'idée que l'information de qualité et de proximité devrait avoir de beaux jours. Voilà, et puis pour le reste, je pense qu'on a juste hâte de s'y remettre et tous ensemble et collectivement et tous surtout sur un plateau, et comme je vous le disais, de se retrouver sur un temps de midi et de se taper dans la main et de se retrouver à la machine à café aussi. Parfait. Benoît Dardenne, pour vous, en tout cas, cette expérience-ci, elle vous a appris quoi sur un plan professionnel ? Certainement plein de choses. Moi, si je dois prolonger la réponse de Thierry, je dirais que ce qu'il faudra essayer de rétablir, c'est la confiance avec le lecteur et l'internaute. Et là, je ne parle pas que pour l'avenir, je parle pour les médias en général. On sent un climat de défiance de plus en plus présent, surtout sur les réseaux sociaux et sur Facebook en particulier. C'est un peu contradictoire, est-ce que Thierry Remac le vient de dire ? À quel niveau ? Disons la confiance retrouvée des personnes dans de l'information de qualité, et puis ça, à mon avis, vous évoquez peut-être plutôt... Il parle des lecteurs de l'avenir, moi je parle vraiment des gens vis-à-vis des médias, et je pense que ça, nous médias, et pas que l'avenir, donc on aura vraiment un rôle important, peut-être de montrer comment on fonctionne, d'intégrer le lecteur et l'internaute dans des choix de rédaction, faire du journalisme participatif, les intégrer dans les réflexions de sujets ou ces choses-là pour qu'ils comprennent le fonctionnement et qu'on n'est pas que des collabos du gouvernement ou ce genre de choses qu'on peut lire ou entendre parfois. C'est intéressant. Les associés, vous voyez ça comment, en fait, concrètement ? Il y a plein de moyens, via des newsletters, via des appels sur les réseaux sociaux, des appels sur la homepage et les intégrer. Je n'invente rien, hein, certains médias, notamment français, le font. Ils mettent un sondage, ou même à l'ADH, pour flatter nos grands collègues. Ils proposent trois thématiques et ce sont via un sondage, et ce sont les internautes qui choisissent la thématique du jour qui doit être abordée par la rédaction sportive ou autre, selon la question posée. Mais, voilà, je pense que ce genre de choses que la pandémie pourrait amener comme changement dans la réflexion des médias globalement. Et vous, Thomas Longry, vous en retenez quoi ? C'est difficile, hein, cette question, parce que je pense qu'on a été bouleversé vraiment par tout ce qui s'est passé. Moi, je suis arrivé à Liège juste avant la pandémie, finalement, et j'ai pas eu l'occasion, finalement, de rencontrer les gens, même si on me connaît à Liège, mais pas suffisamment, en tout cas, encore maintenant. Et voilà, ici, je pense qu'on a une autre manière de fonctionner. Benoît le disait, les gens n'ont plus confiance parfois, mais généralement aux médias. Et on l'a vu lors des manifestations, lors d'émeutes, même ici à Liège. C'est compliqué de faire son travail aussi maintenant, ou parfois on est pris à partie lors d'une manifestation. Et vous êtes arrivé ? Ça m'est arrivé ici à Liège lors des émeutes, oui, clairement. Parce que j'étais là pour filmer en direct les émeutiers, et donc directement, on nous attaque, on nous agresse, clairement. On va arriver ici à la fin de ce rendez-vous. Thierry Remac, demain, à la une du journal L'Avenir, on va parler de quoi ? Je vous laisse le découvrir.
Alors à Liège, ça va être compliqué. Il faudra qu'on puisse aller un peu plus loin. Enfin, quoi qu'on peut acheter évidemment à l'avenir sans problème. Ici, Et sur le site web aussi. Et sur le site web, bien entendu. Voilà, merci de nous avoir suivis pour ce rendez-vous des jeudis de l'information de la Maison de la Presse et de la Communication de Liège. Ce n'est pas le dernier rendez-vous de l'année. Nous aurons le 24 juin encore un autre rendez-vous à confirmer et à suivre sur notre page Facebook et sur notre site web également. Et là, les invités, ce seront vos collègues de la Libre Belgique Dernière Heure. On restera toujours au sein maintenant du même groupe, en l'occurrence. Et on apprendra aussi à découvrir cette rédaction également très vivante et très importante à Liège. Voilà. Merci beaucoup et bonne soirée à tout le monde. Merci. Merci.